Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler émotions parce que notre vie, elle est faite d'émotions, justement, des émotions qui sont fluctuantes, avec des hauts, avec des bas. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à considérer certaines émotions comme positives et d'autres comme négatives, avoir l'envie de s'en débarrasser. Et on ne sait pas trop comment les gérer. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Bérangère, que j'ai eu la chance de rencontrer et qui est spécialisée en intelligence émotionnelle. Alors, bonjour Bérangère, je suis très Bonjour contente de Stéphanie, t'accueillir. Et est-ce que tu ravie peux d'être là te aussi. présenter, justement, nous parler de ta vie, ton parcours, ta vision et qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à découvrir l'intelligence émotionnelle? Alors, je suis Bérangère Collignon, donc je suis passionnée en fait par les potentiels humains depuis ma plus tendre enfance. Quand je contemplais déjà les monuments, tous les édifices, j'étais toujours fascinée par cette capacité de l'être humain à construire des monuments, à fabriquer des choses. Donc, ça m'a toujours fascinée, si bien que assez rapidement, je me suis lancée dans les ressources humaines, dans les relations humaines. Et j'ai un parcours du coup de 15 ans en ressources humaines et management dans le secteur de la formation professionnelle pour les industries, parce que cet aspect de transmettre aussi de génération en génération, eh bien, ça me fascine aussi. Parce que je trouve que c'est juste génial de voir tout ce qu'il est possible de faire à partir de l'humain. Et du coup, j'avais déjà commencé à travailler sur le domaine de l'intelligence émotionnelle dans mon parcours précédent. Mais après une période de perte de sens, j'ai fini par m'épuiser. Et du coup, à ce moment-là, pour moi, était un nouveau défi à relever, celui finalement de trouver des outils, des méthodes et des accompagnements qui me permettent finalement de me réparer moi solidement, avec l'objectif ensuite d'accompagner et de transmettre les personnes que je rencontrerai sur mon chemin. Donc c'est ce que j'ai fait et finalement je me suis vraiment spécialisée, respécialisée mais davantage quoi, dans l'intelligence émotionnelle. Et aujourd'hui, voilà, dans mon parcours, j'ai plusieurs outils dans ma boîte à outils qui sont des spécialisations liées, qui tournent autour des émotions. Donc voilà. Quand tu dis te réparer, alors sans rentrer dans les détails des choses que tu ne veux pas partager, bien entendu, parce que ça reste privé, euh, qu'est-ce qui était selon toi les choses qui avaient à réparer et qui t'ont donné en fait l'envie d'aller t'intéresser encore plus profondément à ça? Alors, en fait, j'avais déjà eu une première expérience de l'intelligence émotionnelle en entreprise qui avait donné des résultats quand même assez impressionnants. Et je savais que cet aspect des émotions qui est présent partout dans notre quotidien, finalement, les émotions, ça vient de la racine latine emovere comme motivation, qui est se mettre en mouvement vers l'extérieur. C'est en fait ce qui vient de l'intérieur et qui nous permet de nous mettre en mouvement vers l'extérieur. Et assez rapidement, je me suis dit qu'en fait, la meilleure façon de se réparer, c'était finalement de plonger en soi, de voir quels sont nos besoins profonds et d'être en capacité finalement d'y répondre soi-même et de pas attendre après les autres. Finalement, c'est ce que je propose aujourd'hui, hein, c'est d'être le premier acteur de son bien-être et de sa motivation. Parce que c'est comme ça qu'ensemble, finalement, on peut contribuer à un monde plus humain, plus harmonieux. Et l'idée, c'était de trouver vraiment les outils qui me permettent de faire ce travail pour moi et qui me permettent ensuite d'accompagner et de transmettre les clés justement de l'intelligence émotionnelle aux personnes qui pourront aussi les retransmettre à leur tour, donc notamment les professionnels de l'accompagnement. J'y reviendrai peut-être après. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de travailler autour des émotions. Et les émotions, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de mythes qui tournent autour de ces émotions. Parce qu'en fait, toutes nos émotions, elles sont vitales. Elles sont là pour nous mettre justement en mouvement, pour nous prévenir de certains besoins qu'on a. Et elles fonctionnent toutes en fait de cette même façon, en forme de triade. En fait, on a un déclencheur qui vient souvent de l'extérieur. Très rapidement, en fait, ça crée l'émotion. L'émotion, elle a une fonction. Donc à l'intérieur, cette fonction vient nous donner de l'énergie à l'intérieur. Et quand l'émotion est fonctionnelle, eh bien finalement, elle vient remplir nos batteries. Donc l'émotion, c'est à la fois, finalement, si on se compare à une voiture, c'est à la fois notre moteur, notre carburant, parce que ça peut nous donner de l'énergie et remplir
notre moteur, mais c'est aussi notre GPS. Parce que quand on comprend le besoin sous-jacent, eh bien, ça nous permet de nous orienter de la bonne manière. Et finalement, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça se voit à l'extérieur. Donc, à un moment donné, c'est vraiment, il y a cet aspect aussi d'être en harmonie avec soi-même pour pouvoir entrer en relation et être en harmonie aussi avec les autres. Et tu le disais en introduction, on parle souvent d'émotions négatives ou positives. En fait, toutes nos émotions sont vitales puisqu'elles répondent toutes à des besoins. Et ce qu'il faut comprendre quelque part, c'est qu'on va plutôt avoir parfois des émotions qui, quand elles ne sont pas fonctionnelles, quand elles ne répondent pas en fait à leur fonction, eh bien elles deviennent dysfonctionnelles et elles peuvent plus remplir nos batteries. Donc elles viennent même manger notre énergie. Si par exemple, je peux prendre l'exemple de la peur. Alors la peur, elle va se déclencher quand on est mis en danger, quand il y a un danger qui arrive à nous. Alors même si dans 92% des cas, le danger s'avère pas réel, pour autant notre cerveau va nous faire croire que effectivement il y a un danger. Si l'émotion de peur, elle est fonctionnelle, eh bien elle va nous permettre d'aller nous mettre par exemple à l'abri, de se préserver. Et une fois qu'on est à l'abri, notre batterie, elle peut remonter parce qu'on est à l'abri. Sauf que la dysfonction principale de la peur, c'est d'être figé, c'est de plus pouvoir bouger. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une scission, hein, que le câble ne fonctionne plus à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? On bouge plus et puis on n'a plus d'énergie, on peut plus bouger. Donc l'idée, en fait, c'est d'apprendre à réguler, à accueillir toutes les émotions, qu'elles soient d'emblée dites positives ou négatives par la société, et de ne pas croire qu'en fait, il n'est pas bon de ressentir les émotions négatives, entre guillemets. C'est plutôt qu'une émotion, elle va être agréable quand elle répond à notre besoin. Donc, une fois qu'elle est fonctionnelle, même si on a eu peur, une fois qu'on est à l'abri, finalement, on se sent plutôt dans une situation agréable. Et quand c'est désagréable, on se dit, attention, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, plutôt que de vouloir la repousser et la refouler, c'est plutôt de se dire, j'accueille et j'essaye de comprendre en fait ce qui se passe derrière pour pouvoir répondre à mon besoin. C'est vraiment ça l'idée derrière. Si je fais un exemple dans ce que je comprends, il y a pour moi le côté, si je reprends ton exemple de la peur, il va y avoir un côté, on va dire, physique. Imaginons, on est sur le trottoir avec nos enfants, on entend un crissement de pneus, on va avoir la peur, on va se mettre en mouvement pour se mettre à l'abri et pour protéger tout le monde. Donc là, on est dans le côté fonctionnel. Si on est dans le côté dysfonctionnel, on est tétanisé, on est paralysé, on n'arrive plus à bouger. Et là, forcément, le danger augmente. On a la peur, mais on a aussi le danger. Mais si je comprends, dans la manière dont je l'entends, il y a aussi le côté, donc là, on est vraiment dans le purement physique, mais aussi il y a dans le côté se mettre en action. Par exemple, un défi qu'on voudrait relever, que ce soit animer une vidéo, que ce soit pour un enfant présenter un exposé devant ses camarades. On a la peur et on peut ressentir également ce côté, soit ok, la peur me met en mouvement et me donne l'envie d'affronter la situation et j'y vais, ou alors on tombe dans l'immobilisme et on fuit et on ne fait pas l'action. Et ça peut ensuite entraîner peut-être des autres conséquences de manque d'estime de soi, de déception de soi, et en fait entraîner quelque chose, l'émotion dysfonctionnelle qui est dysfonctionnelle pour le coup, nous emmener en fait vers des choses encore plus... Et bien après, en fait, on est en mauvaise santé. La bonne santé émotionnelle, finalement, c'est quand on a un bon accès à toutes ces émotions et qu'on est en capacité finalement de les prendre en compte, de les réguler et d'aller répondre à nos besoins neurobiologiques finalement. Et puis le gros avantage, c'est que si on apprend nous à le faire, c'est aussi des trucs et des astuces qu'on peut transmettre à nos enfants. Exactement. Ça permet à nos enfants de grandir avec ce modèle-là. Alors soyons clairs, hein, je ne sais plus qui a dit que l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'être un leader, c'est le seul moyen. Quand on est parent, on est leader parce qu'on guide nos enfants et que entre le fait ce que je dis et le fait pas ce que je fais, je sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi, ils me le pardonnent pas. C'est que quand je suis pas cohérent. C'est vrai en tant que parent, en tant que leader, et d'où aussi pour moi cette envie de transmettre aux professionnels de l'accompagnement, parce que d'incarner la posture, en fait, c'est déjà seulement fondamental. Et puis de pouvoir transmettre les clés aussi et apprendre à réguler, à gérer son stress et aussi à faire de soi-même sa plus grande ressource, sa plus grande force, c'est essentiel. Mais pour revenir à ce que tu dis, en fait, eh bien, il y a David Matsumoto qui dit qu'une émotion, en fait, c'est très, très court et c'est une très courte réaction
psychosocial qui nous permet, en fait, qui nous oblige à nous adapter assez vite. Et finalement, c'est ça. En fait, ça va prendre que quelques microsecondes. On va avoir une réaction biologique, hein, puisqu'on a les facteurs extérieurs qui arrivent via nos capteurs. Après, on a des messages qui nous sont envoyés au cerveau directement via des neurotransmetteurs et notamment voilà, des hormones. Et en fait, on a l'information qui arrive et si c'est fonctionnel, eh bien, on va prendre une décision et on va se comporter d'une certaine manière avec les autres. Ce qui fait que ça rentre assez vite dans l'interaction. Et finalement, l'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est intégrer les messages des émotions dans notre quotidien et dans notre prise de décision, dans notre raisonnement finalement, et dans notre relation aux autres. Et d'ailleurs, on a aussi Reuven Baron, qui est le fondateur de l'outil QI, sur lequel je suis certifiée, qui permet de mesurer le quotient émotionnel, contrairement au quotient intellectuel qui, lui, évolue toute notre vie, puisqu'en fait, on va s'adapter toute notre vie. Tout est réversible, c'est aussi très lié à la neuroplasticité du cerveau. Donc, la neuroplasticité, c'est le fait que c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui que on peut recréer des nouvelles connexions neuronales toute notre vie. Donc, il est possible d'apprendre toute notre vie. Et la neurogénèse, c'est même la capacité de notre corps à recréer des nouveaux neurones. Eh bien, pour en revenir à Reuven Baron, en fait, lui, il nous explique que finalement, on a 5 grandes compétences en intelligence émotionnelle. C'est comment on se perçoit nous-mêmes, donc la confiance qu'on a en nous, ce qui se passe en nous, comment on perçoit nos émotions, comment on va ensuite les exprimer, c'est-à-dire l'expression émotionnelle, comment on va justement être assertif, c'est-à-dire exprimer son point de vue sans forcément écraser l'autre. C'est possible aussi, ça s'apprend. Et puis après, on a cette fameuse relation humaine. Donc là, on rentre en interaction avec l'autre, on prend en compte aussi les émotions de l'autre dans l'interaction, on comprend lui quel est son monde, comment il voit les choses, et on le prend en compte dans l'échange. Il y a également la prise de décision, donc comment on intègre le message des émotions, nos besoins sous-jacents, les besoins sous-jacents des personnes qui sont avec nous dans la prise de décision globale, comme une information finalement. Et puis la gestion du stress. Donc la gestion du stress, c'est comment on est flexible, comment on arrive à réguler plus rapidement ce stress émotionnel. Quand par exemple il arrive rapidement, éviter de rentrer dans la dysfonction de l'émotion, parce que quand une émotion elle est dysfonctionnelle de manière durable, en fait, ça peut créer des problèmes de dépression et des problèmes psychologiques, en fait, simplement. Et l'idée dans la gestion du stress, c'est d'être vraiment résilient finalement. Et être résilient, c'est cette capacité finalement mentale à s'adapter à des facteurs de stress extérieurs qui, pour nous, à l'intérieur, n'ont plus l'impact qu'ils peuvent avoir parce qu'on augmente sa tolérance et sa flexibilité. Mais pour ça, derrière, la compétence à vraiment développer, c'est sa flexibilité émotionnelle, c'est-à-dire d'être en capacité d'aller rayonner dans n'importe quel champ des émotions et de les comprendre et de les prendre en compte et de les réguler. C'est vraiment ça l'idée. Une idée qui m'est venue quand tu parlais du fait que l'émotion en soi, c'était juste une microseconde et c'était ce qu'on en faisait derrière. En fait, j'ai l'impression que l'émotion en soi, c'est effectivement très rapide, mais ensuite, c'est le fait de se remémorer tout le temps cette émotion-là qui peut occasionner, alors soit de la joie quand c'est une émotion positive et ça peut nous aider peut-être à nous remonter. Agréable. Agréable. Donc, soit une émotion agréable qui peut peut-être nous aider à repartir dans une direction qui nous satisfait, mais c'est ça aussi, c'est le fait de se remémorer tout le temps, finalement, de tourner en boucle sur la sensation désagréable de ce qu'on a vécu qui va entraîner finalement quelque chose de... Alors là, tu touches du doigt en fait un phénomène qui est souvent, que je rencontre souvent, c'est le phénomène de la rumination. C'est-à-dire qu'en fait, on va ruminer, on va refaire le passé 50 000 fois en s'imaginant ce qu'on aurait dû faire, ce qu'il aurait pu être. Enfin, du coup, ça peut générer aussi de la culpabilité, de la honte, un sentiment de rejet. Enfin, il y a plein d'émotions qui peuvent renaître de la pensée parce qu'en fait, finalement, l'émotion, elle peut venir de l'extérieur, mais elle peut aussi être régénérée par la pensée ou par de nouveaux actes que l'on crée soi-même. C'est là où c'est intéressant parce que tout est en interconnexion. Si on fait une bulle qui représente l'intérieur de nous, où on a nos émotions qui viennent générer des pensées, des paroles, des actes, etc., en fait, tout s'interfère et tout est aussi en interférence avec l'extérieur. La seule différence, c'est que dans notre bulle, en fait, on a les pleins pouvoirs.
C'est-à-dire qu'on peut décider pleinement d'agir sur nos ressentis, sur nos pensées, éviter la roue du hamster, le petit vélo, la rumination, voilà. Et puis on peut vraiment switcher d'un état émotionnel à un autre de manière volontaire, quel que soit le contexte extérieur, parce que ça s'apprend et c'est possible, et décider d'aller dans tel ou tel champ de motivation. Je reviens sur ce que tu disais par rapport à la joie en parlant d'émotions positives et du coup, voilà. Eh bien, la joie qui peut a priori paraître agréable, elle peut aussi avoir sa dysfonction. C'est-à-dire que si on a une sensation de joie qui devient trop intense et que l'intensité émotionnelle est vraiment forte, eh bien, elle peut devenir dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'on peut devenir euphorique au point de ne plus être en capacité de se concentrer et de mener à bien nos actions. C'est là où c'est intéressant aussi d'aller dans le domaine des émotions, c'est que en fait, les émotions qui sont souvent plébiscitées par la société, en fait, comme la joie, comme l'amour, comme la gratitude, voilà. Eh bien, en fait, elles ont toutes leur côté obscur aussi. Elles ont toutes des dysfonctions. Et quand on les connaît pas, eh bien, elles peuvent aussi induire une dépendance affective, ou enfin des problématiques en fait relationnelles, non seulement par rapport à sa propre image, mais par rapport aux autres. Et puis on a le côté bienfaisant, on va dire, des émotions plutôt mises de côté par la société, comme on a parlé de la peur, mais c'est vrai aussi pour le mépris, la colère. La colère, en fait, elle a une énergie de dingue. Quand on sait utiliser l'énergie de la colère de manière fonctionnelle, on arrive à atteindre nos objectifs et on arrive justement à gagner de la confiance, à se réaliser, à s'auto-élever et du coup à devenir finalement à atteindre un petit peu le moi idéal quoi derrière. C'est vraiment ça l'idée. Et en fait, avec les outils avec lesquels je travaille, finalement, l'idée, c'est d'aller rechercher quels sont nos 4 grands besoins fondamentaux et d'être en capacité, grâce à des super ressources, de venir remplir nos batteries. En fait, on apprend finalement à sécréter par nous-mêmes des neurotransmetteurs, des hormones, où on vient remplir nous-mêmes nos batteries et on arrive à être en perpétuel équilibre, en fait, en parfaite harmonie avec soi, pour être en harmonie avec les autres. Et on arrive aussi à accepter, eh bien, parfois, qu'on a un besoin qui n'est pas comblé, mais on en a pleinement conscience. Et quand on a pleinement conscience d'une situation, ce qui est top, c'est qu'après, on peut agir dessus. Et on peut agir dessus en toute connaissance de cause et en toute responsabilité. Responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en compte aussi que ce qu'on va faire, ça a des conséquences. Et ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre une décision en soi, ça devient une décision. Mais quand on en a conscience, eh ben, on sait que les responsabilités et les conséquences de la non-décision, elles sont aussi là, quoi. Donc, du coup, ce qui est top, c'est que tout est lié. C'est aussi un des piliers avec lesquels je travaille. C'est que, en fait, l'équilibre, il est global et que l'équilibre, il est vraiment lié au fait d'être en capacité de répondre à chaque instant à nos besoins profonds. Et ça, c'est hyper fragile, hyper éphémère. Et c'est ça qui en fait toute sa richesse et sa beauté, finalement. Et oui, il y a cet aspect aussi holistique où tout est lié, en fait. Tout est en interconnexion à l'intérieur de nous, avec l'extérieur. Et c'est sans arrêt comme ça. Et le fait d'avoir cette ouverture et de pas raisonner seulement en silo, ou même si le cerveau, il aime bien ça et que ça le rassure, c'est bien d'avoir une structure, c'est fondamental, ça fait même partie d'un de nos besoins fondamentaux. Mais pour autant, il faut avoir aussi l'esprit large et raisonner globalement. C'est apprendre à surfer, en fait. C'est exactement ça. C'est apprendre à surfer. Et de mon expérience, tu vois, quand tu parlais de la joie qui partait en euphorie et ensuite de la colère, de la tristesse, j'ai l'impression que quand on arrive vraiment, c'est comme, je ne sais pas si tu vois le jeu qui existait il y a quelques dizaines d'années, qu'on retrouvait sur tous les bureaux, des petites billes qui faisaient tac, tac, Ah tac, oui, tac, oui, tac. Et en fait, j'ai l'impression que quand on part dans une amplitude extrême d'un côté, on se reprend l'amplitude extrême de l'autre quelques temps après, et ainsi de suite. Et qu'en fait, plus on part dans les extrêmes, plus si on a une joie intense, comme si il fallait, que la nature est bien faite et qu'il fallait qu'on retrouve de l'équilibre, donc on allait se prendre l'émotion opposée, on va dire, derrière pour compenser. Et que pour moi, dans ce que je comprends dans l'harmonie avec soi, c'est comment justement on réduit cette amplitude de manière à être dans quelque chose d'équilibré
et de pas subir, comme tu disais, de vraiment reprendre le pouvoir, de comprendre ce qui se passe, de pas être dans l'analyse non plus tout le temps, mais juste de comprendre, d'observer et de pouvoir agir pour maintenir cet équilibre dans un état de Hmm. confort. Parce que cet équilibre-là, c'est un équilibre aussi. Il a beaucoup plus Oui. d'amplitude, mais il n'est pas Bah, en fait, constant. j'ai envie de te répondre, c'est propre à chacun. Parce qu'il y en a qui vont se complaire hein, dans l'équilibre qui part là et qui revient là. Mais l'idée, c'est qu'ils en aient pleinement conscience et qu'ils aient conscience de toutes les conséquences en fait que ça peut avoir sur eux, sur leur entourage. Et s'ils sont OK avec les conséquences et que ça leur va comme ça, de vivre comme ça, il y en a qui ont plus besoin aussi en fonction de leur fonctionnement naturel cérébral. Il y en a qui ont beaucoup plus besoin de dopamine que d'autres. Mais quand on le sait et quand on sait comment le réguler, eh bien, on peut vivre pleinement son pic de dopamine sans le subir. Parce qu'on sait comment revenir en fait à son état d'équilibre zéro et on sait comment l'équilibrer et on peut mesurer aussi les impacts qu'il y a sur soi, sur ses propres comportements, ses propres paroles et l'impact que ça a aussi dans ses relations avec les autres. Donc, j'ai envie de te dire, en fait, c'est au cas par cas et par contre, ce qui est fort, c'est que grâce à ces 4 super ressources du coup, qu'il est possible d'apprendre à générer avec le programme Mi-Source que je propose. Hein. Mi-Source qui littéralement veut dire mi, moi et source, ma plus grande ressource. Donc, comment faire de soi sa plus grande source, sa plus grande ressource, sa plus grande force finalement, comment je vais chercher en moi mes forces. Eh bien, c'est ça, c'est non seulement apprendre à réguler son stress. Donc, le stress, ça peut être lié soit à une émotion qui est dysfonctionnelle, qui peut être dysfonctionnelle depuis longtemps, soit une intensité trop forte de l'émotion qui fait que on perd justement cet équilibre. Donc ça, c'est un des premiers grands aspects. Et puis après, il y a un autre aspect, c'est la flexibilité émotionnelle qu'on peut atteindre quand on est en capacité de répondre à tous ses besoins rapidement et à surfer, j'ai envie de dire, pour rebondir sur ce que tu disais, à surfer sur l'émotion qui nous convient en fonction du contexte, du lieu, des personnes qui nous entourent et de ce que nous, on a comme objectif final et de nous mener vers l'objectif en fonction de ce qu'on a décidé, parce qu'il est possible de switcher d'un état à un autre en moins d'une minute. En fait, c'est possible de réguler. Donc ça s'apprend. Et dans les super ressources qu'on met en place, eh bien, c'est notamment apprendre à répondre à nos besoins super rapidement. Alors justement, tu nous parles d'outils. Est-ce que tu aurais un ou deux outils faciles à mettre en place pour avoir vraiment quelque chose de, on va dire, de concret qu'on pourrait choisir de mettre là maintenant tout de suite? Imaginons, voilà, je me sens dans une peur incroyable ou dans une tristesse incroyable. Est-ce que tu peux nous partager justement quelque chose qui Oui. pourrait nous aider? Alors, je peux partager plusieurs choses. Avant, j'ai envie de dire, l'important que j'ai pas forcément souligné, c'est que quand on a une émotion dysfonctionnelle, la première chose à faire, c'est pas d'aller coller tout de suite une émotion dite, super plébiscitée, style j'ai peur ou je suis en colère, je vais coller de la joie quoi dessus, sans traiter la peur ou la colère. Parce qu'en fait, ce qui risque de se passer, et ça c'est super important, et je trouve que c'est vraiment c'est un problème de société hyper important. On vient créer une forme de dissonance émotionnelle, dissonance entre ce qu'on va ressentir à l'intérieur, c'est-à-dire on va ressentir de la colère ou de la peur à l'intérieur, et puis en fait on va afficher un faux sourire, sauf que ça va s'entendre parce que on va avoir des mimiques qui vont montrer l'émotion de fond. On peut avoir aussi la voix qui peut aussi trahir notre état interne. Tout ce En qui va fait, être il y a plein de choses communication qui non font verbale, en fait. qu'on n'est pas en harmonie avec soi et du coup, on peut pas être en harmonie avec les autres. Parce que les autres vont se poser la question, vont se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas logique, enfin, ça va pas, quoi. Donc, il y a une première chose toute simple qu'on peut faire, alors qu'on approfondit vraiment dans le programme, hein, c'est la respiration en résonance, mais sans aller sur la technique pure de la respiration en résonance, la première chose à faire, c'est simplement de respirer. Alors, si possible, sur un cycle de 10 secondes. Et en fait, de porter son attention sur sa respiration. Donc, pendant qu'en fait, on vient apporter notre attention sur la respiration, on vient faire travailler dans le cerveau ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui lui-même a une fonction de régulation émotionnelle, donc dans le système limbique sur l'amygdale notamment. Et du coup, ça permet déjà de lui faire reprendre les commandes. Donc, on respire volontairement, on se concentre sur sa respiration. Et il y a autre chose de très très simple aussi qu'on peut faire pour accueillir l'émotion désagréable plutôt que de l'enfouir ou de la mettre de côté, c'est faire ce qu'on appelle un scan corporel.
Donc, l'idée, c'est on fait comme si on passait dans un énorme scan de la tête aux pieds. Ça se pratique beaucoup quand on fait notamment de l'auto-hypnose ou de la sophrologie, enfin des choses comme ça. On vient en fait se concentrer sur nos impacts sensoriels, somatosensoriels pour le coup, et on vient observer comment l'émotion, quel impact elle a dans notre corps, où est-ce qu'elle se manifeste et comment elle se manifeste. Est-ce que c'est quelque chose de désagréable? Est-ce que c'est la gorge qui serre? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est le cœur? Voilà. Est-ce que c'est au niveau de la poitrine qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on sent des tremblements? Est-ce qu'on a des papillons dans le ventre? Est-ce qu'on a des fourmis dans les jambes? Et en fait, l'idée, c'est de ne pas rester euh, euh, concentré sur une sensation désagréable. C'est vraiment d'aller observer tout ce qui se passe de la tête aux pieds et puis après de repasser des pieds jusqu'à la tête en regardant simplement, comme une personne neutre qui observe ce qui se passe, comment ça évolue. Et si on le fait pendant assez longtemps, eh bien, on a cette capacité naturelle de s'autoréguler qui est liée à l'homéostasie, hein, la capacité pour pour tout être vivant de s'autoréguler avec une marge entre voilà une marge de régulation qui reprend l'équilibre que tu évoquais tout à l'heure en fait. Et bien naturellement notre corps va reprendre cet équilibre si on lui laisse le temps de faire sa fonction en fait. Mais des fois on lui laisse pas le temps parce qu'on est tellement pris en plus par notre stress qui fait qu'on veut aller encore plus vite, on veut faire les choses encore plus, on prend pas ce temps de régulation. Donc, on enfouit l'émotion et puis elle devient dysfonctionnelle. Et on en met une autre de dysfonctionnelle par-dessus, encore, jusqu'à ce qu'on soit plus du tout. Alors là, on parle même plus de santé, là, on parle de... Voilà, exactement. Alors, pour rajouter par rapport à ma petite partie à moi, dans la respiration, moi, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est les huiles essentielles. Parce que effectivement, tu expliquais tout le fonctionnement de la respiration et on peut avoir les molécules aromatiques des huiles essentielles qui peuvent aussi amener un soutien supplémentaire. Moi, je sais que ça fait vraiment partie de mes habitudes. Là, juste avant, en préparant cette intervention, j'ai mon petit roll-on de Neroli parce que c'est une odeur que j'aime beaucoup et qui me met dans un espace cocon. Donc, il y a ce côté respiration, puis il y a ce côté odorant en plus des molécules chimiques qui vont agir. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup utiliser en plus de la respiration. Et après, tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses aussi. On m'avait partagé l'outil d'externaliser notre émotion. C'est-à-dire, voilà, par exemple, on a peur de... Je vais reprendre l'exemple tout à l'heure de l'enfant qui va présenter un exposé devant ses camarades, ou nous, de se mettre en avant pour présenter une conférence. Juste exposer simplement, waouh, c'est super impressionnant. Franchement, là, je suis pas très à l'aise parce que j'ai le cœur qui bat à 100 000 et Bien sûr. c'est un exercice où je ressens Oui, de la peur. Et bien peut-être sûr que ça régule. ça régule. Oui, oui, ça régule parce qu'en fait, on vient donner l'information de notre ressenti et le fait de se reconnaître dans son état émotionnel, eh bien, clairement, ça permet de commencer à répondre à notre besoin. Et c'est très lié à ce que les scientifiques appellent l'affect labeling. Et l'affect labeling, c'est aussi cette capacité qu'on peut avoir à aller aider l'autre à réguler son émotion en nommant la famille de l'émotion et l'intensité à sa juste dose. Donc avec ça oblige aussi, c'est une compétence aussi de l'intelligence émotionnelle qui est plutôt la compétence cognitive, d'aller nommer correctement l'émotion et qui fait que l'autre en face va se sentir compris. Du coup, tout de suite, ça va avoir un effet apaisant et de bonne communication et du coup, ça permet de pleinement réguler l'émotion, oui. Alors, tu dis qu'il y a 5 familles d'émotions, c'est ça? Est-ce que tu veux bien les citer? Alors, des familles d'émotions, en fait, il y a plusieurs. Il n'y a pas de la définition, on va dire la plus à jour, c'est celle de David Matsumoto, mais en fait, il y a plein de familles d'émotions. Après, il y a des émotions qui vont être dites primaires, ou c'est celles ou les émotions de base, en fait, c'est celles qui vont avoir toute la même expression, les mêmes micro-expressions faciales qui ont été mises en avant par Paul Ekner qui fait l'émission, la série. Je me rappelle plus. C'est trop bête. C'est un truc qu'on sait forcément et c'est toujours comme ça. Je me rappelle même plus du nom. C'est un truc de fou. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, donc je vais avoir du mal à t'aider de ce côté-là. Ouais, je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est un truc de fou. Paul Ekman. Voilà, c'est Paul Ekman. C'est pas Paul.
Et en fait, il a fait l'émission, je me rappelle plus. Et vous allez forcément c'est un truc de fou. Bon, bref, c'est pas grave. Et en fait, on a, oui, ces émotions de base où on a toutes les mêmes expressions, mais après, il y a des émotions qui sont des émotions plutôt sociales, d'autres des émotions d'adaptation. En fait, il y a plein de classifications différentes. Et l'idée, vraiment, c'est davantage de comprendre quels sont les déclencheurs, les fonctions, les besoins qu'il y a derrière chacune des émotions, quelles sont les dysfonctions, donc aussi les risques, et aussi d'apprendre à les réguler et d'apprendre à les classifier par 4 finalement grands besoins neurobiologiques qui ont été mis en avant par l'Elert Academy, qui a son siège en Allemagne, avec lequel, enfin, c'est vraiment le modèle avec lequel je travaille, qui est juste derrière ma tête là. Et en fait, voilà, quand on voit, c'est la boussole qui est là, en fait, à chaque coin, les 4 coins de la boussole, là, en fait, eh bien, on va avoir les 4 besoins neurobiologiques. Et les besoins, globalement, c'est de se sentir à l'aise, de se sentir bien là où on est, de pouvoir s'épanouir, vivre avec légèreté, d'aller découvrir de nouvelles choses. Le besoin de confiance aussi en soi, de s'auto-élever, de réussir à créer, avoir des objectifs et à les atteindre. Et puis un autre objectif qui est, un autre besoin qui est vraiment d'être en harmonie avec les autres, avec voilà cette chaleur humaine et ce partage avec les autres, quoi. C'est vraiment ces 4 besoins-là qui nous suivent partout et qu'on a dès notre naissance en fait. Et chacune de nos émotions ont finalement cette capacité à venir remplir ces 4 batteries-là. Donc d'apprendre à savoir où est câblée l'émotion, finalement c'est ça qui est fondamental. Après, on peut rentrer dans le détail de plein de choses, mais c'est pas l'objet. Et en plus, des fois, ça fait l'objet de contradictions, de controverses, et c'est pas forcément, l'objectif, hein. Tout le monde a raison, à la limite, par rapport à son point de vue. Et l'idée, c'est plus de savoir concrètement qu'est-ce qu'on en fait, comment on met en pratique. Oui. Et qu'est-ce qui va être utile pour chaque personne, pour que chaque personne trouve ses solutions adaptées à elle en fonction, comme tu disais tout à l'heure, de là où elle en est, mais aussi de là où elle veut aller et de C'est ce exactement ça. de ce qu'elle a envie de vivre ou pas. Parce Mm. qu'on est tous différents et on va dire ce que notre voisin, notre conjoint, notre gamin va avoir envie d'expérimenter, c'est pas la même chose que nous. Donc, comment on trouve notre propre équilibre et notre propre autonomie plus qu'indépendance par rapport à ce qu'on souhaite nous. Mais en fait, c'est ça. Et Mi-Source, c'est vraiment ça. C'est comprendre le mode de fonctionnement émotionnel humain. Donc, qu'est-ce qui est commun à tout le monde? Et puis après, eh bien, on a plein de stratégies d'activation différentes. Et en fonction de chaque individu, on va pas aller répondre à nos besoins de la même manière. Et quand tu parlais des odeurs tout à l'heure, ça, c'est aussi une stratégie pour activer. Donc, dans nos sens, il y a l'odorat. Et l'odorat fonctionne vraiment bien parce qu'en fait, le canal olfactif, il est directement lié au système limbique. Donc, il n'y a pas d'interférence et c'est pour ça que c'est aussi efficace. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, quand on se rappelle une odeur de notre enfance, de notre plus tendre enfance, ça revient directement réveiller des souvenirs parce que, voilà, c'est C'est la Madeleine de Proust. Comment? C'est la Madeleine de Proust. Voilà, c'est ça. Et on vient travailler, en fait, avec Mi-Source, on vient travailler aussi là-dessus. Et on peut trouver des odeurs qui nous permettent en quelques microsecondes de répondre à chacun de nos 4 besoins. Donc, quand on a la clé de savoir qu'est-ce qui remplit nos batteries, pour nous, individuellement, ça va super vite parce qu'on arrive à se réguler très rapidement. Et puis, quand on connaît, du coup, les stratégies d'activation différentes et comment chercher, en fait, on peut accompagner. Alors, tu parlais de nos enfants, mais ça peut être aussi nos clients quand on accompagne l'humain. Et ça nous permet de leur proposer plein de solutions différentes. Donc, les huiles en sont une, mais il y en a plein d'autres. Et du coup, eh bien, ça permet à chacun de devenir vraiment le premier acteur de son bien-être et de sa motivation. Et c'est vraiment tout le but, on va dire. Alors, merci, je crois que c'est le meilleur mot de la fin que j'aurais pu imaginer, parce que c'est vraiment tout le but de ce que j'essaye de faire grâce à cette chaîne et grâce à ces vidéos, c'est permettre vraiment que chacun ait des outils pour redevenir acteur pleinement et responsable pleinement de ses choix et de ce qu'il veut en faire, en fait, de ce qu'elle veut en faire, parce que ça s'adresse particulièrement à nous les femmes, mais c'est valable pour tout le monde. Donc, merci. J'ai retrouvé la série, c'est Lie to Me. D'accord. Ah oui, oui, bah effectivement. oui. Ah oui, voilà. Et en fait,
Ben, ça, c'est autre chose aussi si on veut apprendre à comprendre un peu les émotions par rapport aux expressions, aux micro-expressions faciales. Ça, la série, elle est top pour ça. Mais c'est fou que je me sois pas rappelé de ça, hein. En plus, Effectivement, j'en parle tout le temps, mais voilà, que j'avais vu il y a très il y a longtemps. un autre film que vous pouvez voir aussi, c'est attends, c'est pas vrai que je vais le perdre aussi. Tu sais, où il y a toutes les émotions là avec les enfants, c'est un Vice dessin versa. animé. Oui, voilà, Vice versa. vice Il versa. est magistral, ce dessin Ouais. animé est Et magistral. franchement, ça permet vraiment d'expliquer hein, quand on perd, quand le cerveau du coup bah, fonctionne bien, dialogue bien dans toutes ces zones ou quand il perd la connexion. En fait, c'est super bien expliqué. Et voilà, s'il y a tu vois, une autre piste pour apprendre à développer son intelligence émotionnelle, et ben il y a Lie to Me et vice versa. Voilà. Et qui, ça nous permet de le faire de manière très ludique et en famille, au passage. Exactement. Donc si on résume, hein, parce que du coup on a donné 4 conseils, la respiration, le body scan, le fait d'exprimer correctement la bonne émotion et voilà la bonne intensité. Et puis regarder du coup bah, des films, même de lire des romans ou de regarder des films de science-fiction. En fait, ça permet de développer son empathie parce que notre cerveau analyse tout le mode de fonctionnement humain derrière et nous permet aussi de mieux comprendre notre propre fonctionnement et le fonctionnement des autres. Ça a été éprouvé aussi, ça. Donc, lisez, regardez des films, c'est top. Soyez curieux. Eh ben, merci beaucoup, Bérangère. Pour terminer, est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, comment on peut te contacter, si on veut en savoir plus? Alors, bah, j'ai un site internet, Clartessence. Donc, Clartessence, c'est le cabinet que j'ai créé qui est spécialisé en intelligence émotionnelle. L'idée, c'est vraiment de clarifier ses talents et ses émotions pour donner ou redonner du sens à sa vie. Donc, il y a un site internet. Le « et », c'est les perluettes hein, de la touche du 1. Et puis Merci, je après, viens d'apprendre quelque chose. Je savais pas comment, ouais, je savais pas comment ça s'appelait. après j'ai aussi du coup un profil sur Facebook et sur LinkedIn et une page pro aussi Clartessence sur Facebook et sur LinkedIn. D'accord. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à toi pour tout ce que tu nous as offert. J'ai appris plein de choses. Ben, Et, merci à toi pour ton et, invitation. magistral. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à contacter Bérangère si vous voulez en savoir plus. J'espère que cette vidéo vous aura apporté vraiment des outils que vous allez pouvoir mettre dans votre quotidien. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir.